Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Certains jugent que c'est le péché originel du gouvernement, la suppression de l'ISF dès les premiers mois du quinquennat, une mesure qui a été au cœur de la contestation des Gilets jaunes. En réalité, l'ISF n'a pas été complètement supprimé, mais transformé en impôt sur la fortune immobilière, l'IFI. Si le gouvernement a annoncé qu'il évaluerait grâce à un comité d'experts cette réforme, la commission des finances du Sénat a souhaité elle-même évaluer et comprendre les effets de la mesure avec son propre groupe de suivi. C'est ainsi qu'elle a auditionné 4 experts la semaine dernière, des économistes de tous bords. Au-delà de l'aspect très symbolique de l'impôt sur la fortune, ces spécialistes de la fiscalité ont tenté de mettre en lumière les conséquences de cette réforme fiscale sur l'économie, la croissance et l'emploi. D'un côté, Michel Didier, économiste à la tête du Rexecode, juge que cette réforme est favorable à l'activité et à l'emploi et que c'est l'un des rares leviers qui peut renforcer la croissance et le pouvoir d'achat des Français. De l'autre côté, Jonathan Goupil-Lebray, proche de Thomas Piketty, juge lui que le lien entre la suppression de l'ISF et l'augmentation de l'investissement en France n'est pas évident. Bref, vous allez le voir, les avis sont très partagés. Regardez. Vous avez bien voulu m'interroger sur cette transformation de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière et sur la création du PFU, les deux choses me semblant aller bien ensemble. Bon, c'est un sujet sur lequel, à Rexecode, nous avons beaucoup travaillé, en même temps que sur la compétitivité, et nos conclusions ont été publiques. Elles ont été publiées dans un ouvrage paru chez Economica en 2016, sur l'impôt sur le capital au XXIe siècle, une coûteuse singularité française, et ensuite dans un document de travail sur les questions liées aux conséquences des expatriations dites fiscales. Alors la réforme mise en œuvre au début du quinquennat n'a pas tout retenu de nos propositions, mais elle a repris quand même les points essentiels, comme vous avez bien voulu le rappeler, Monsieur le Président. C'est donc presque naturellement, à nos yeux, une bonne réforme qui sera favorable à l'activité et à l'emploi. Et c'est au demeurant, il faut le rappeler, un des rares leviers avec une politique durable de compétitivité qui peut prendre plusieurs aspects, qui permettra de renforcer la croissance potentielle de la France, donc en réalité la hausse durable du pouvoir d'achat des Français. Je comprends que je dois résumer mon point de vue en petit nombre de minutes. Vous le pouvez, merci. Mais je souhaite quand même, avant d'entrer dans le fond du sujet, éviter tout malentendu sur 2 points. Le premier, c'est que les effets de la réforme seront positifs à nos yeux, mais ils ne seront perceptibles que très, très progressivement. Parce que les décisions patrimoniales sont des décisions prises par des contribuables qui ont plutôt pris l'habitude dans le passé d'être prudents, parce qu'elles sont lentes à prendre, lentes à mettre en œuvre, et on ne peut pas le voir évidemment en la première année. Le deuxième point, c'est que je n'ai pas de doute sur le fait qu'il est juste d'imposer plus ceux qui ont plus, bien entendu, mais ce principe général ne dit rien sur les modalités de mise en œuvre de ce principe. Or, selon ces modalités, les conséquences économiques peuvent être très différentes. Et un point qui est mal compris, particulièrement dans les débats actuels, c'est que l'économie n'est pas un jeu à somme nulle. Or, la surimposition du capital nous paraissait une modalité particulièrement nocive pour la croissance et pour l'emploi. Alors pourquoi ? Une première raison, c'est que l'escalade fiscale française avait conduit à des taux marginaux d'imposition aberrants. Les économistes attachent une grande importance aux taux marginaux, c'est-à-dire la recette marginale, le coût marginal. C'est comme ça d'ailleurs qu'on fait la théorie de l'entreprise et du consommateur. Une question pertinente pour l'épargnant, c'est la suivante. Compte tenu de ma situation actuelle, si je prends une décision d'épargne supplémentaire, quel sera le gain supplémentaire procuré par cette épargne et quelle sera la charge fiscale supplémentaire procurée par cette épargne? Et qu'est-ce qui me restera au bout du compte? C'est, je dirais, le taux marginal d'imposition, c'est-à-dire la charge supplémentaire rapportée au gain marginal. Alors que se passait-il avant la réforme?
dans le cas d'un contribuable soumis à l'ISF, s'il faisait un effort d'épargne, par exemple de 1 000 € ou 10 000 € placé en emprunt d'État. Prenons par exemple un contribuable au taux intermédiaire du barème de l'IR, 30% du revenu, plus la CSG, et au taux intermédiaire du barème de l'ISF, 1%. Si le rendement du capital était à 4%, le rendement des emprunts d'État, l'impôt au titre de la détention de cette épargne supplémentaire représentait 25% du revenu attendu. Si le rendement du capital, c'est-à-dire de ces emprunts d'État, ou de l'assurance vie qui en est proche, était de 1%, le prélèvement supplémentaire sur le revenu du capital était d'abord l'ISF et ensuite l'impôt sur le revenu, ou d'abord l'impôt sur le revenu et la CSG. Quand on arrivait au total de tout ça, on arrivait à un prélèvement fiscal de plus de 100% du revenu attendu de l'épargne. Très facile à calculer puisque rien que 1% du capital, ça fait déjà 100 €. Or, le rendement du capital des emprunts d'État a été en 2018 en moyenne de 0,73%, même pas de 1%. Et à l'heure où je vous parle, où nous nous réunissons, il est de 0,26%. Cela veut dire des taux d'imposition marginaux de 200 à 400% du revenu supplémentaire du placement. Aucune économie ne peut fonctionner comme ça. Une deuxième raison est que notre fiscalité du capital avait des défauts congénitaux avant la réforme de 2018. Je ne veux pas tous les rappeler pour compte tenu de ce qu'on doit être assez bref, mais je vais juste les mentionner au passage et on pourra en revenir dans le débat. Premier défaut, qui est quand même étonnant, le Parlement, vous-même, votait un barème d'IR, un barème d'ISF. Mais le taux effectif du prélèvement fiscal, comme je l'ai montré, finalement sur le revenu supplémentaire procuré par cette épargne, en fait, dépend bien sûr du barème, mais il varie aussi au gré du rendement du capital, des décisions de la Fed, de la BCE, etc. Même si le barème est stable. Donc en réalité, la décision du barème ne décide pas ce qui va être prélevé dans d'autres choses, des marchés financiers, etc. C'est tout à fait aberrant. Deuxième défaut, les taux d'imposition auxquels avait conduit, comme je l'ai indiqué, le dispositif, avaient conduit, mais on peut dire contraint, les gouvernements à multiplier, d'ailleurs de tous les bords politiques, à multiplier au fil du temps des régimes dérogatoires et des niches fiscales. Parce qu'on avait de telles aberrations dans certains cas qu'il fallait corriger le tir. Et donc, en fait, quand on multiplie les niches et les effets de seuil et les distorsions économiques, on arrive aussi à des possibilités d'optimisation légale, j'insiste bien, car plus il y a de complexité, plus il y a de possibilités d'optimisation. Troisième raison des effets négatifs et pas des moindres, la fiscalité française du capital telle qu'elle était ignorait complètement l'existence des autres pays. La France n'est pas un isolat. Elle ignorait, ou elle faisait semblant d'ignorer, que le poids total de la fiscalité du capital qui dépasse l'impôt sur la fortune, il y a aussi les droits, toute la fiscalité du capital, il y a 5 ou 6 impôts depuis la détention, l'acquisition, la détention, le revenu et ensuite la cession ou les donations ou les successions, etc. Sous toutes ces formes, la fiscalité du capital sur les ménages en France est la plus élevée d'Europe et elle dépassait l'équivalent, c'est-à-dire l'ensemble de ces impôts sur le capital d'Allemagne, de 40 milliards d'euros. Elle ignorait aussi les règles, les différences des règles. Les autres pays européens n'ont en règle générale pas d'impôt analogue à notre ISF, à ce qu'était notre ISF, qui d'ailleurs pas de l'IFI non plus. Ils ont par ailleurs tous une imposition des revenus du capital qui est proportionnelle aux revenus, avec un taux unique qui va de 25 à 30% en règle générale. Le taux français d'ailleurs, après la réforme, reste le plus élevé d'Europe, pratiquement.
Mais il s'est rapproché de la moyenne européenne, et c'est ça qui, je crois, est important, car c'était une nécessité absolue dans un espace économique où la règle, il faut le rappeler, en Union européenne, est la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux. Dernier point sur cette ignorance de l'environnement géographique de la France, et elle ne voulait pas voir, cette fiscalité française, ses conséquences en termes d'expatriation. C'est un sujet tabou, mais sur lequel il y a quelques données, peu nombreuses, et je salue les efforts du Parlement pour essayer d'obtenir quelques informations de la Direction générale des finances publiques. Je dois dire que nous avons moins de chance, mais là, en l'occurrence, il y a quelques données. Alors, que disent ces données? Les dernières données disponibles montrent une augmentation de départ au titre de l'ISF, enfin de contribuables soumis à l'ISF, soyons clairs, puisque je crois qu'à l'initiative du Sénat dans le passé, ou en tout cas du Parlement, il y avait une obligation de publier ces données faites à la Direction générale des impôts. Pas toujours appliquées, mais quand même de temps en temps appliquées. Alors, est-ce qu'on peut évaluer... les dernières données disponibles montrent une augmentation de départ à ce titre de 60% entre 2010 et 2014. C'est-à-dire au moment où, il faut le rappeler, on a augmenté fortement la fiscalité du capital à France. La pointe s'est un peu atténuée, depuis, mais il y a eu cette accélération jusqu'à 900 départs par an. Alors, est-ce qu'on peut évaluer l'impact économique de ce flux? Quelques travaux descriptifs existent, mais ils se contentent d'additionner les patrimoines des partants, on va dire. C'est une addition arithmétique des patrimoines des partants. Je ne crois pas que ce soit l'approche la meilleure. On arrive à un chiffre de l'ordre de 150, 200 milliards d'euros en additionnant ces patrimoines partis. Mais les patrimoines ne sont pas partis en réalité, c'est les personnes qui sont parties. Donc je ne pense pas que ce soit le sujet principal. Aucun travail, c'est ennuyeux, on a perdu des recettes fiscales, mais le point essentiel est le suivant à mes yeux, c'est qu'aucun travail n'avait été porté en revanche sur les effets des départs, sur le potentiel de croissance et par conséquent sur la progression future du pouvoir d'achat global des Français. Notre point de vue est que c'est le point essentiel et que le point essentiel, c'est donc cette perte de croissance due aux expatriations d'entrepreneurs qui ne font pas la croissance à eux tout seuls, mais qui sont les moteurs de la croissance. Nous avons fait des hypothèses, évidemment, elles sont discutables, sur ce qu'un entrepreneur moyen qui réussit, qui sont le cas général de ceux qui partent, parce que ceux qui ne réussissent pas, ils restent, et on a fait l'hypothèse, à partir d'observations concernant les statistiques françaises d'ailleurs, qu'à terme d'une dizaine d'années, un entrepreneur qui réussit peut créer une valeur ajoutée de 3,5 millions d'euros. Chiffre discutable, mais très prudent. Alors, en se calant sur les données disponibles de départ et en évaluant ainsi de manière prudente l'impact de ce flux net de départ, qui porterait sur les 900 que j'ai évoqués tout à l'heure dans la dernière période à environ 200 entrepreneurs, plus une autre catégorie sur laquelle on pourra revenir, mais que je ne veux pas développer maintenant, que j'appelle les intrapreneurs, c'est-à-dire des cadres supérieurs qui en réalité sont dans les entreprises, dans les entrepreneurs, qui sont souvent partent à l'étranger et assez souvent y restent. Quand on arrive à tout ça, on fait le calcul de tout ça, on arrive à un impact sur la croissance chaque année, enfin sur le PIB d'une année, en régime de croisière, de l'ordre d'1,5 milliard d'euros de croissance perdue, de PIB perdu. Alors, 1,5 milliard de perte de PIB, c'est intéressant parce que quand on présente ça, on dit mais c'est rien. Enfin, c'est pas rien, mais c'est très peu. Ça fait 0,06 points de PIB par an de perdu. On peut avoir des estimations nettement supérieures de plus d'un dixième de point par an, mais disons, je m'en tiens à ce chiffre moyen. Cela peut paraître mineur, mais après 35 ans d'ISF, c'est le problème du grain de riz. C'est-à-dire qu'en 2017, après 35 ans, ça donne 45 milliards
de PIB perdu. Valeur qui aurait pu être créée en France, qui serait donc dans notre PIB, dans notre pouvoir d'achat, mais qui est partie ailleurs. Et qui a été créée ailleurs, une partie aux États-Unis en particulier, un petit peu à Londres, etc. En résumé, si je le dis comme ça, c'est plus du tout négligeable. L'ISF en 2017, c'était 5 milliards de recettes fiscales pour l'État et 45 milliards d'euros de pouvoir d'achat en moins pour le pays. Le coefficient de perte de l'ordre de 1 à 9. Et ce n'est pas tout, car ceci, c'est l'aspect expatriation, mais il y a aussi des effets sur les comportements internes. Là, c'est plus difficile à mesurer, mais on le voit, par exemple, dans les résultats des mesures de 2013-2014. Je vous rappelle que ces mesures ont consisté d'abord à redoubler l'ISF qui avait été diminué à la fin du quinquennat précédent, et à appliquer le barème progressif aux revenus des capitaux mobiliers, aux plus-values, ce qui évidemment est une absurdité économique. Bon. Les résultats des rentrées fiscales montrent que les contribuables ont réagi et que les rentrées fiscales ont été décevantes, ce qui est une illustration de la fameuse courbe, auquel je ne crois pas beaucoup, mais en l'occurrence, ça a fonctionné, de l'affaire. Ainsi, par exemple, le nombre de foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence annuel était supérieur, et ça c'est des statistiques fiscales, de référence annuelle était supérieur à 500 000 euros et passé de 17 000 en 2012 à 13 000 en 2014, baisse importante. La masse de revenus correspondante est passée de 11,5 milliards d'euros à 8,7 milliards, baisse de 24%. Donc on ne peut pas ignorer le fait que des dispositions fiscales font bouger les gens, et de manière évidemment légale, je ne parle pas de fraude en l'occurrence. Je vais pratiquement terminer. Je ne veux pas éluder la question de la justice sociale et fiscale, qui est évidemment cruciale, mais on ne peut pas traiter cette question ni par des affirmations péremptoires, ni d'ailleurs dans la minute qui me reste. Je suis prêt à y revenir dans le débat. Ce que je suggère simplement et brièvement, car le sujet est complexe, c'est que premièrement, et là-dessus, je ne suis pas le seul à penser ça, même des économistes tout à fait reconnus. La fiscalité du capital ne peut jouer qu'un rôle second dans l'objectif général de redistribution. Contrairement aux apparences immédiates, l'ISF ne réduisait pas les inégalités, car le jeu de dispositions fiscales permettait au très gros patrimoine de ne pas le payer en toute légalité. Enfin, par rapport à la situation antérieure, la réforme a permis de supprimer certaines situations qui étaient clairement inéquitables en termes fiscaux. C'est donc aussi un progrès en termes d'équité fiscale, ce qui est beaucoup moins connu. On parle beaucoup des effets économiques, mais on parle moins de ces effets-là. J'ajoute que 45 milliards d'euros de PIB perdus, c'est peut-être de l'ordre de 400 000 emplois perdus, ce qui est un facteur d'inégalité en soi, et qu'en toute hypothèse, avec 45 milliards de PIB, on peut faire beaucoup plus qu'avec 5 milliards de recettes fiscales. La justice sociale est à mes yeux un objectif crucial pour la cohésion sociale, mais il faut pour cela les bons instruments. Voilà l'analyse que nous faisons de cette réforme. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Didier. Je propose maintenant de nous tourner vers Jonathan Goupil-Lebré, dont les travaux de référence sur la dynamique des inégalités, le rôle de la redistribution fiscale, devront permettre d'éclairer les deux réformes dont nous parlons et les éléments de défiance dans un large public qu'elles n'ont pas manqué de susciter. Monsieur Goupil-Lebré, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Donc, je vais commencer peut-être par vous présenter un court aperçu des thématiques qui ont été abordées par l'économie quant à la question de la fiscalité du capital. Donc, en économie publique, un concept clé qui a été mis en lumière est l'arbitrage qu'il peut exister entre équité et efficacité. Donc, pour des raisons d'équité et de justice sociale, un gouvernement peut mettre en place un système d'imposition progressif sur les revenus, en particulier sur les revenus du capital ou aussi la taxation du stock de patrimoine, ce qui aura deux effets immédiats. Le premier effet, c'est que cette taxation progressive permettra
d'augmenter la progressivité du système fiscal en faisant en sorte que les individus aux plus hauts revenus, qui sont également les détenteurs des patrimoines les plus importants, payent en proportion de leurs revenus une part plus importante d'impôts que le reste de la population. Et ensuite, à travers une hausse des prélèvements obligatoires et donc une réduction de leur épargne potentielle, ces dispositifs peuvent également avoir un impact sur les inégalités de revenus et de patrimoine sur longue période. Donc ça, ce sont les aspects qui concernent l'aspect équité de la mise en place d'impôts sur le capital, mais alternativement, la mise en place d'impôts sur le capital peut également générer ce qu'on appelle en économie des coûts d'efficience en modifiant le comportement économique des agents. Et donc, on a en économie tendance à diviser en deux composantes ce qu'on appelle ces coûts d'efficience ou réponses comportementales. Il y a des réponses réelles et des comportements d'optimisation. Donc, du point de vue des réponses réelles, la mise en place d'impôts sur le capital peut modifier le comportement d'offre de travail des individus, mais également modifier leur comportement d'investissement et de création d'entreprises, d'épargne ou alors de transmission d'héritage, et peut également modifier leur comportement de mobilité à travers l'exil fiscal. Donc, en présence de telles réponses comportementales, l'État est contraint de diminuer les taux d'imposition car la mise en place d'impôts va distordre l'économie et donc réduire le potentiel de croissance de l'économie. Il existe aussi un second type de réponses comportementales qui sont importants à prendre en compte parce qu'ils amènent à des politiques publiques radicalement différentes, à savoir le comportement d'optimisation et d'évasion fiscale. Et donc, avec l'augmentation des impôts sur le capital, les individus peuvent chercher à diminuer leur impôt payé à travers l'utilisation de stratégies d'optimisation fiscale ou alors d'évasion fiscale en délocalisant une partie de leur patrimoine dans des paradis fiscaux. Et donc, en présence de telles réponses, plutôt que de réduire la fiscalité du capital, il vaut mieux plutôt essayer d'améliorer le design de l'impôt afin de diminuer ses possibilités d'optimisation et d'évasion fiscale. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu plus précisément les aspects équité de la réforme du capital. Et donc, vous pouvez voir sur ce graphique l'évolution de la part de patrimoine total possédée par les 1% des plus fortunés. Donc, en économie, on a l'habitude de classer les individus sur une échelle de 0 à 100, du plus pauvre au plus riche. Et on regarde, pour mesurer les inégalités, un indicateur simple, c'est-à-dire la part de patrimoine total possédée par un groupe. Et donc, pour vous donner une idée, en France, aujourd'hui, les 50% des individus au plus faible patrimoine possèdent 5% du patrimoine total. Les 40% du dessus, qu'on peut appeler la classe moyenne, possèdent 40% du patrimoine total. Et les 10% des plus riches possèdent 55% du patrimoine total. Et sur ce graphique, vous pouvez voir l'évolution de la part de patrimoine total possédée par les 1% les plus fortunés. Et vous pouvez voir qu'en 2014, cet indicateur se situe entre 20 et 25%. Ce qu'il est important de retenir, c'est que sur un horizon de long terme, de 1914 jusqu'à 1980, on a vu une déconcentration des patrimoines avec un effondrement de la part du patrimoine total possédé par les 1% des plus fortunés de 1914 jusqu'à 1980. Et depuis les années 80, on observe un renversement de cette tendance avec une augmentation modérée mais constante de la part de patrimoine possédé par les 1% des plus fortunés. Et vous pouvez voir sur ce graphique que le patrimoine de ces 1% les plus fortunés est composé en grande partie d'actifs financiers. Et ce point de retournement qui apparaît à partir de 1984 correspond également au mouvement de développement des marchés financiers qui ont principalement profité aux 1% des plus fortunés. Maintenant, sur ce graphique, vous pouvez voir la composition du patrimoine des individus selon l'importance de leur patrimoine. Vous pouvez voir que la composition du patrimoine est extrêmement différente selon le niveau de patrimoine des individus. Donc, dans le bas de la distribution, les individus les plus pauvres possèdent surtout des livrets d'épargne. Dans le milieu de la distribution, c'est surtout du patrimoine immobilier. Et plus on s'élève dans la distribution, et plus les actifs financiers sont importants, et en particulier pour les 0,1% des individus les plus fortunés, les actifs financiers représentent près de 90% du patrimoine de ce groupe.
Et donc vous pouvez déjà anticiper l'impact que peuvent avoir les réformes de la taxation du capital, à savoir la transformation de l'ISF en IFI et la création du PFU sur la dynamique des inégalités de patrimoine sur le long terme. Et donc pour mieux comprendre cet aspect-là, nous avons réalisé avec Antoine Bozio, Bertrand Garbinti, Malka Guillot et Thomas Piketty un exercice d'analyse de l'impact de la fiscalité sur les inégalités et également un exercice de construction de taux d'imposition globaux par importance de revenus. Et donc sur ce graphique, vous pouvez voir cet exercice qui est réalisé pour l'année 2016. Et donc sur l'axe des abscisses, vous pouvez voir la distribution des revenus classés du premier décile, donc les 10% des individus aux plus faibles revenus, jusqu'au 0,01% des individus aux plus hauts revenus. Et donc on voit un profil progressif en 2016, avec une structure d'imposition radicalement différente selon sa situation, sa position dans la distribution des revenus. Et donc en particulier, les individus les plus pauvres payent un montant d'impôt relativement important, contrairement à ce qu'on peut penser, avec des taux d'imposition de l'ordre de 30%. Et c'est dû en fait au point important des impôts indirects payés par ces individus. Par contre, lorsqu'on s'élève dans la distribution et qu'on se concentre sur les 1% des individus les plus fortunés, on se rend compte que les impôts indirects représentent un poids relativement limité dans l'impôt total de ce groupe. Et par contre, c'est les impôts sur le capital et les impôts sur le revenu qui représentent la plus grande partie de l'impôt acquitté par ce groupe, avec des taux d'imposition qui ne vont pas jusqu'à 100 ou 200%, mais qui sont plutôt de l'ordre de 50% pour les 1% des individus les plus riches. Donc ça, c'était pour 2016. Et maintenant, sur le graphique suivant, vous pouvez voir exactement le même graphique, mais pour 2018. Et donc, on observe que pour les 99% des individus les plus pauvres, le taux d'imposition global a été très peu impacté entre 2016 et 2018. Par contre, on observe que ce sont les 1% des individus les plus fortunés qui ont bénéficié des réformes mises en place durant ces années. Et en particulier, on observe que la progressivité de l'impôt qu'on observait en 2016 a disparu en 2018. Et donc dans ce travail, nous montrons qu'en fait, la quasi-intégralité des gains permis par la réforme de l'ISF et la création du prélèvement forfaitaire unique ont bénéficié aux 0,1% des individus les plus fortunés. Donc ça, c'était un exercice comptable immédiat, mais il faut bien avoir à l'esprit qu'en fait, une baisse de la fiscalité peut avoir des effets importants sur le long terme, sur la dynamique des inégalités. Donc il y a un effet direct immédiat. Avec une baisse d'imposition des plus fortunés, automatiquement, leurs revenus disponibles augmentent et donc leur épargne potentielle augmente. C'est l'effet mécanique. Mais il existe aussi un effet dit comportemental, à savoir qu'avec la baisse de la fiscalité du capital, les individus peuvent modifier leur comportement d'épargne. Et souvent, ces effets-là peuvent être bien plus importants que l'effet mécanique. Et donc, sur le long terme, ces baisses d'impôts sur le patrimoine et sur les revenus du capital peuvent augmenter fortement les inégalités de patrimoine qui étaient déjà en augmentation depuis les années 80. Donc ça, c'est si on se concentre simplement sur l'aspect équité. Et donc on peut voir que ces réformes ont de grandes chances d'augmenter les inégalités de patrimoine sur le long terme. Et après, il faut essayer de contrebalancer cet effet négatif en essayant d'estimer l'impact de la fiscalité sur les réponses comportementales. Et la question importante, c'est de savoir si la transformation de l'ISF en IFI va engendrer de la croissance ou au contraire, si l'investissement ne sera pas affecté par ces réformes. Et donc pour cela, on peut essayer de s'appuyer sur les travaux académiques qui ont été menés dans d'autres pays européens. Et donc je ne vais pas avoir le temps de vous présenter ça, mais bien sûr, si vous avez des questions, je pourrai y revenir. Un autre aspect important également à préciser, c'est qu'avec la transformation de l'ISF en IFI, on va perdre en fait un outil statistique important. Et donc,
les chercheurs, mais également le législateur, ne seront plus en mesure d'apprécier la dynamique des inégalités de patrimoine dans le futur, puisque toutes les statistiques sur les fortunes, les plus grandes fortunes, vont disparaître. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, et je vous remercie. Merci de votre contribution. Alors je me tourne maintenant vers Boris Cournède, qui va revenir sur les récents travaux menés par l'OCDE sur la fiscalité du capital et plus spécifiquement les impôts sur la fortune, peut-être avec des comparaisons internationales. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de votre invitation. Je pourrais aller plus vite donc je l'avais prévu, puisqu'un certain nombre des points que je comptais aborder ont été mentionnés déjà. Je voudrais situer l'analyse que nous avons faite à l'OCDE et comment elle permet de porter un éclairage sur cette question. Il s'agit d'un travail que nous avons mené au cours des dernières années qui porte sur la qualité des finances publiques dans son ensemble. Donc nous sommes partis, non pas, disons, des réformes individuelles qui peuvent être faites sur tel ou tel aspect de la fiscalité ou tel aspect des dépenses publiques, mais du volume total des dépenses publiques, du volume total des recettes, de la manière dont elles sont obtenues du côté des recettes et de la répartition des dépenses de l'autre côté. Et en utilisant ces données que pour une bonne part nous avons construites afin qu'elles soient comparables entre les pays, nous avons examiné comment les changements, parfois très importants, que les pays de l'OCDE ont conduits depuis le début des années 70, comment ces changements ont influencé la dynamique de croissance des économies de l'OCDE et aussi la répartition du revenu disponible des ménages, donc du revenu après intervention de la fiscalité et des différents transferts. Donc c'est une approche rétrospective où on s'appuie sur la comparabilité des pays de l'OCDE qui est assez grande finalement. On a des pays qui, bon, chacun bien sûr leur spécificité, mais où on peut regarder et supposer qu'on a un certain degré de transférabilité des résultats, des expériences d'un pays, ou de plutôt d'un ensemble de pays, vers les autres. Et dans cet exercice-là, je voudrais dire un mot avant pour peut-être cadrer un peu le débat plus particulier sur cet instrument-là. En regardant du côté des dépenses, je ne vais pas entrer bien sûr dans la question du débat sur l'allocation des dépenses, mais cela nous a permis de traiter la question de la taille du gouvernement. Et nous ne trouvons pas de relation générale entre la taille des administrations publiques et la croissance. En revanche, ce que nous avons identifié, c'est un lien entre la taille et l'efficacité. C'est-à-dire que les pays qui ont un niveau d'efficacité des dépenses publiques élevé, qui est mesuré par un indicateur de la Banque mondiale que nous trouvons très précieux et qui est le fruit d'enquêtes sur la perception d'efficacité donc des dépenses publiques. Lorsque cette perception est élevée, comme c'est le cas dans les pays scandinaves notamment, une taille importante de l'État n'est pas un obstacle. En revanche, lorsque l'efficacité est plus modérée, la taille peut devenir un problème pour la croissance, et c'est le cas des pays comme la France et un bon nombre de pays disons, du milieu et du sud de l'Europe. Alors, donc cela nous mène au débat sur la fiscalité. Cela signifie qu'il se situe dans un débat d'ensemble sur les finances publiques qui commence par une réflexion sur les dépenses et où identifier davantage de priorités. Et donc il limite évidemment le champ de ce qui peut être fait du côté de la fiscalité à des réformes de réaffectation. Et c'est sur ce type de réforme que nous avons focalisé nos analyses, c'est-à-dire des réformes où, lorsque nous examinons une baisse d'impôts, nous supposons qu'elle est compensée par une hausse proportionnelle de tous les autres impôts.
Et lorsque nous examinons les effets de hausse d'impôts, nous supposons que ceux-ci permettent une baisse des autres impôts. Pour faire cet exercice-là, nous l'avons conduit après avoir divisé l'ensemble des recettes publiques en une dizaine de catégories. Les impôts sur le revenu du travail pris au sens... je devrais dire, pardon, sur les contributions sociales et les revenus, donc y compris aussi les revenus du capital, les impôts sur les sociétés, les impôts sur les successions et bien sûr les impôts sur la fortune. Ainsi que les taxes environnementales et les autres taxes à la consommation, ainsi que les taxes immobilières. Et les taxes immobilières, nous avons distingué entre celles qui sont payées année après année, comme en France la taxe d'habitation, les taxes foncières, et celles qui portent uniquement sur les transactions. Lorsque nous regardons les effets de ces grandes catégories d'imposition sur la croissance et les inégalités, nous trouvons que la plupart de ces impôts ont en effet des conséquences qui peuvent être plus ou moins distorsives. Donc on a des impôts qui sont plus ou moins problématiques pour la croissance à long terme que d'autres. En particulier, celui qu'on trouve comme le moins distorsif, donc celui sur lequel on peut le plus s'appuyer pour avoir une fiscalité compatible avec la croissance et l'impôt payé annuellement sur le foncier, donc les taxes de type taxe d'habitation ou taxes foncières en France, plutôt d'ailleurs dans l'ensemble des pays de l'OCDE, la typologie est plutôt celle de la taxe foncière, c'est plutôt en général un impôt qui est prélevé sur les propriétaires, même si, in fine, en tout cas pour le marché locatif privé, l'incidence ne change guère, suivant que l'impôt soit prélevé sur les propriétaires ou sur les locataires. Et ensuite, le second impôt dont nous trouvons l'effet le plus important, mais cette fois-ci avec le sens inverse, c'est-à-dire que lorsqu'il est le plus employé, il nuit le plus à la croissance, il s'agit de l'impôt sur la fortune, que dans notre terminologie nous appelons impôt sur le patrimoine net. Et donc ce n'est guère un hasard de constater que c'est un impôt qui était largement utilisé dans les années 60, 70, au début des années 80, et qui a progressivement disparu de nombreux pays de l'OCDE, l'Autriche, le Canada, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, l'Islande, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas et la Suède ont mis fin à cette source de revenus. Et c'est un impôt qui, en même temps, produit des recettes faibles, comme c'était le cas en France et c'est le cas ailleurs. Et si on veut regarder l'impact, là, il est frappant de voir que par une méthode complètement différente, l'ordre de grandeur que nous trouvons est assez proche de celui que mentionnait Michel Didier, c'est-à-dire que si on réduit les recettes tirées de cet impôt de 0,1% de PIB, au bout de 10 ans, on peut s'attendre à avoir 1% de PIB en plus, et donc ce qui correspond à un accroissement graduel annuel qui est un peu plus des 0,06 points que mentionnait Michel Didier, mais on est vraiment dans un ordre de grandeur qui est assez proche, donc il y a effectivement un effet, et effectivement un effet qui est lent à intervenir. Il faut attendre plus de 10 ans pour que la moitié des conséquences puissent être observées. C'est en tout cas ce que l'expérience de tous ces pays qui ont modifié ce régime suggère. En même temps, on peut regarder s'il y a un lien avec la distribution des revenus. Et en effet, c'est le cas, même si ce n'est pas complètement évident que ça le soit, parce qu'il s'agit d'un impôt sur le patrimoine. Et dans les données pour lesquelles nous pouvons mener des études, malheureusement, nous ne pouvons pas regarder l'impact sur les inégalités de patrimoine, ce qui est une limite. Et on peut regarder le lien avec les inégalités sur les revenus, comme en haut de l'échelle des revenus, une bonne partie des revenus provient du patrimoine. On trouve quand même un lien, et en effet, le fait que les bénéfices qui sont généraux, les bénéfices pour la croissance dont je parlais tout à l'heure, sont 1,8
5 fois plus élevé pour le décile, les 10% les plus riches de la population, que pour les personnes se trouvant aux revenus médians, intermédiaires de la population. Donc on a en effet, comme on peut s'y attendre, un effet inégalitaire, même si, comme cela a été mentionné, disons que c'est un impôt qui coûte beaucoup de croissance, qui a peu d'effet sur la correction et peu d'effet sur la correction des inégalités. Donc en termes de l'arbitrage entre équité et efficience, il est à l'égard en tout cas de ce qui a été observé dans les autres pays de l'OCDE, un impôt qui pose un arbitrage particulièrement défavorable entre les deux catégories. Donc, je voudrais terminer en disant que donc, ce qui reste de l'impôt sur la fortune, la taxation des patrimoines immobiliers, est quelque chose qui est un peu difficile à évaluer dans notre cadre parce que c'est un impôt très spécifique qui offre peu de comparabilité. Néanmoins, la fiscalité, d'une manière générale, comme je l'ai mentionné auparavant, on trouve que les impôts qui sont payés comme ça de manière récurrente sur la valeur du patrimoine immobilier sont peu distorsifs et ont un coût sur la croissance faible. Donc on peut s'attendre à une propriété assez favorable du dispositif, même s'il mériterait d'être examiné de manière plus spécifique, en particulier pour détecter l'impact des effets de seuil qu'il peut provoquer. Et mon mot de conclusion sera un peu hors sujet, mais obligatoire, je trouve, dans un débat sur la fiscalité en France, pour mentionner la dernière... le résultat qui sort le plus fort de nos études quand on regarde la fiscalité en France, c'est que si on veut parler des grandes masses et des grands effets, ce qui compte, c'est la fiscalité sur le travail, et où la France se distingue par une fiscalité effective sur le travail, si on tient compte aussi de la manière dont sont modulées toute une série d'aides en fonction des niveaux de revenus qui sont les plus élevés des pays de l'OCDE, aussi bien en dessous qu'au-dessus du revenu moyen, et que c'est là qu'on a des effets extrêmement forts sur la croissance et la distribution des revenus. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Cournette, de ces éclairages. Il nous reste à nous tourner enfin vers Luc Jallet, dont l'expérience concrète de la matière fiscale pourra nous éclairer sur les difficultés que pouvaient susciter l'ISF et l'imposition au barème des revenus du capital dans la vie des entreprises et des contribuables assujettis, et dresser peut-être un tout premier bilan de la mise en place de l'IFI et du PFU. Merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, en effet, donc l'IACF, Institut des avocats conseils fiscaux, regroupe 1500 adhérents, la plupart avocats fiscalistes de France, sur tout le territoire. Donc nous sommes représentatifs, je crois, de la profession des avocats fiscalistes, et nous contribuons régulièrement donc à des travaux comme ceux de votre commission en apportant notre regard de praticien, puisque c'est bien de praticiens qu'il s'agit. Et de l'approche que peuvent avoir les praticiens et leurs clients de l'impôt, et pour reprendre l'expression de M. Goupil-Lebray, du design de l'impôt, qui évidemment est un élément important de la compréhension de l'impôt et donc du consentement à l'impôt dont vous avez la charge en tant que représentant de la nation. Et donc de ce point de vue-là, ça va être l'approche que je vais retenir de cette intervention. Et pour commencer par l'IFI, la perception que nous avons de l'IFI, c'est que c'est un impôt qui est beaucoup plus complexe à comprendre que l'impôt sur la fortune, malgré son assiette moins large, et peut-être d'ailleurs à cause de son assiette moins large, puisque précisément, comme il faut serrer les actifs taxables, il faut les identifier, ça aboutit à des règles plus précises et plus techniques. Je ne vous saurais pas expliquer la complexité de la complexité, ce serait trop complexe, et je vais aborder le sujet plutôt par l'exemple, pour vous permettre de toucher du doigt les difficultés auxquelles nous sommes confrontés pour expliquer cet impôt à nos clients et pour le mettre en œuvre. L'impôt sur la fortune immobilière est un impôt qui frappe l'immobilier détenu directement, mais aussi l'immobilier détenu au travers de sociétés, puisque certaines sociétés, ça peut être des sociétés civiles immobilières, voire des sociétés commerciales qui sont propriétaires d'actifs qui ne sont pas exonérés. Donc il faut aller rechercher la valeur des sociétés qui est taxable à l'impôt sur la fortune. C'est un exercice compliqué, avec par ailleurs tout un dispositif qui a été développé à l'occasion de la mise en œuvre de l'IFI sur la déduction des passifs des sociétés.
Et là, ça c'est un sujet qui est très compliqué à appréhender, les passifs qu'on va pouvoir déduire pour apprécier la valeur d'une société. C'est compliqué, pourquoi ? Pour différentes raisons. La première est que le législateur, c'est une tendance lourde actuellement, a ponctué le dispositif de l'IFI de différentes mesures anti-abus qui font appel à des concepts et des notions mal définis du type objectif non principalement fiscal ou encore du type condition normale des prêts. Et donc ça, c'est ce que nous livre le législateur et ce avec quoi les contribuables et leurs conseils doivent composer. Qu'est-ce que c'est qu'un objectif non principalement fiscal ? C'est évidemment très difficile à évaluer et c'est potentiellement l'objet de débats éventuellement un peu arbitraires. Qu'est-ce que sont des conditions normales d'un prêt ? Tout ça n'est pas défini. Donc ça, c'est un premier élément de complexité. Deuxième élément de complexité, le législateur a entendu prévoir sur ce passif déductible de la valeur des sociétés des règles particulières pour des cas de financement qui pouvaient paraître suspects. Je parle des prêts in fine ou des prêts sans terme. Et là, le législateur a conçu de prévoir un dispositif de déduction sous un espèce d'abattement théorique pour alléger au fil du temps le poids de ces dettes sur la valeur des sociétés et donc sur l'assiette de l'impôt. Et typiquement, pour prendre un exemple, nous sommes confrontés à des difficultés quand nous devons appliquer ces différentes règles à des cas très banals de financement que sont les prêts familiaux ou les comptes courants d'associés. Et quand on est en face d'un compte courant d'associé, comment démontrer que ce compte courant d'associé a été choisi plutôt que de l'endettement extérieur pour un but qui n'est pas principalement fiscal ? Quelles sont les données de la mesure ? Et c'est très important parce que ce mot principalement fiscal va pouvoir déterminer des cas de redressement, de rectification, avec des pénalités, et potentiellement, c'est aussi dans l'air du temps, une dimension pénale, puisque lorsque les contribuables sont reconnus fautifs, avec des pénalités à la clé, eh bien, ils peuvent être amenés à être désignés comme des fraudeurs auprès des autorités judiciaires. Donc, c'est évidemment, ce sont des sujets très sensibles. Toujours sur ce sujet de financement familial ou par des associés, quelles sont les conditions normales d'une avance d'associé ou d'un prêt familial ? Un prêt familial, si vous vous intéressez au Code civil, vous vous rendrez compte que le prêt est par essence gratuit et il peut être rémunéré. Est-ce que c'est normal ou pas qu'un prêt familial soit gratuit ? Deuxième question à laquelle nous n'avons rigoureusement aucune réponse. Troisième sujet, les avances d'associés, on doit leur appliquer le régime des prêts sans terme, puisque généralement ces avances ne comportent pas de terme. Comment est-ce qu'on amortit une avance d'associé qui, par nature, évolue constamment ? On ne sait pas faire. C'est beaucoup de questions auxquelles nous n'avons pas de réponse, auxquelles l'administration n'a pas encore répondu et qui sont potentiellement des foyers de contentieux, de chicane, de rectification. Alors, si je retrouve le fil de mon sujet, oui, je voudrais juste illustrer une difficulté par un cas particulièrement banal qui va parler à l'ensemble des personnes présentes dans cette salle. C'est le sujet de la déductibilité, je m'y perds, des emprunts immobiliers de refinancement. Donc c'est un sujet extrêmement banal aujourd'hui, puisqu'on voit qu'avec la baisse des taux, nos concitoyens sont de plus en plus amenés à refinancer leurs dettes bancaires, qui a permis de financer des immeubles. Question, est-ce que la dette de refinancement est elle-même déductible ? C'est une question qui est d'une banalité confondante. Est-elle déductible de l'assiette de l'IFI ? Il y a une certitude, c'est que lorsque je m'endette pour acheter de l'immobilier, que cet immobilier est imposable, la dette d'acquisition est déductible. Il suffit de lire le texte de l'article 274 du Code général des impôts. Sont déductibles les dettes afférentes à des actifs imposables et plus précisément afférentes à des dépenses d'acquisition. En revanche, à la minute où j'ai refinancé l'emprunt d'acquisition, est-ce que la nouvelle dette est déductible ? La question va vous paraître stupide puisque je suis certain que vous avez envie de répondre d'un seul cœur, bien sûr. Sauf que si on fait une application littérale du texte, la réponse est négative. Elle est négative à ce point que l'administration a éprouvé le besoin de s'emparer du sujet pour le traiter. Et donc l'administration fiscale, dans son BOFIP, publié au mois de juin 2018, nous dit la chose suivante: est déductible la dette résultant d'un rachat de prêt par un établissement bancaire. Donc
l'emprunt substitutif, qui est un concept qu'on connaît déjà en matière d'impôt sur le revenu, est déductible, nous dit l'administration, si il résulte d'un rachat du prêt par un établissement bancaire et d'un prêt qui, bien entendu, était lui-même déductible. La difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est que dans la vraie vie, ça ne se passe jamais comme ça. Jamais le refinancement se passe par le rachat d'un prêt par une banque auprès d'une autre. Comment les choses se passent? Les choses se passent simplement. J'ai emprunté il y a quelques années à 2%. Donc la concurrence me fait savoir que je pourrais très bien refinancer mon emprunt à 1,2%. Donc je me présente auprès de l'établissement A qui me dit il n'y a pas de problème, je vous prête le capital qui reste dû, vous vous empressez de rembourser et vous serez tenu désormais par une dette auprès de mon établissement. Il n'y a pas de rachat à proprement parler. Deuxième hypothèse, ayant reçu une offre alléchante de la concurrence, je me tourne vers mon banquier qui me dit « Cher ami, je ne sais pas m'aligner, mais je vais vous faire de bonnes conditions. Comme j'aime bien rester dans ma banque, je reste dans la même banque. » Mais la manière dont ça se passe, c'est que le banquier annule le premier emprunt et ouvre un deuxième contrat, une deuxième dette. Et si on s'en tient à l'application stricte de la doctrine administrative, mon emprunt substitutif n'est pas déductible, ce qui paraît totalement aberrant, mais en l'état actuel des choses, c'est comme ça. Et nous autres conseils, nous essayons d'amener nos clients vers la sécurité juridique. La sécurité juridique, c'est l'application conforme de la loi, ou bien l'application conforme de la doctrine administrative. La doctrine administrative n'est opposable à l'administration, elle n'a force de loi que si la situation du contribuable est strictement conforme à la situation qui est visée par la doctrine administrative. Et dans les cas de refinancement qui sont des situations extrêmement banales, nous sommes aujourd'hui dans un vide juridique qui est tout à fait pénalisant et qui mériterait sans doute que le Parlement apporte quelques ajustements. Troisième observation, d'éléments de complexité, pour faire un comparatif avec l'ISF. Le point sans doute le plus complexe en matière d'impôt sur la fortune, c'était le régime des biens professionnels. Aujourd'hui, on sait qualifier l'immobilier consacré par son propriétaire, une société à une activité industrielle commerciale, est exonéré. Donc on peut penser, effectivement, et par ailleurs, évidemment, la valeur des actions est désormais hors du champ de l'impôt. Donc on peut penser que ce régime, finalement, n'a plus de portée, n'a plus d'existence en matière d'IFI. Tel n'est pas le cas, puisque vous pourrez constater que dans le Code général des impôts, le régime de l'impôt des biens professionnels a été transposé en matière d'IFI pour traiter des cas qui sont certes marginaux, qui sont ceux des chefs d'entreprise qui détiennent l'immobilier, non pas dans la société d'exploitation, mais collatéralement, comme c'est souvent le cas dans une société civile. Et donc, le régime des biens professionnels a été maintenu intégralement dans le régime de l'impôt sur la fortune immobilière. Il trouve peut-être une application marginale, mais il existe encore dans le Code, et donc il contribue à un dispositif fiscal qui reste complexe du point de vue des biens professionnels. En tout cas, les avocats que nous sommes, les étudiants qui viennent nous rejoindre après s'être formés, doivent aussi appréhender ce régime des biens professionnels, et ça reste donc un élément de complexité, alors même qu'on aurait pu penser que ce pan du régime de l'ISF avait disparu. Autre commentaire que je voudrais faire d'un point de vue pratique, c'est un petit focus sur les effets délétères du plafonnement. L'impôt sur la fortune était plafonné. L'impôt, quand il était ISF, il est également plafonné désormais dans le cas de l'IFI. Le plafonnement, c'est un corollaire impératif, c'est le Conseil constitutionnel qui nous l'a enseigné, d'un barème d'imposition avec des taux élevés. Je pense que les économistes qui sont à ma gauche seront d'accord pour dire qu'un taux de 1,5%, qui est le taux marginal de l'impôt sur la fortune, est un taux élevé au regard du rendement du capital. Et donc le Conseil constitutionnel nous dit, dans ces situations, pour éviter que l'impôt soit confiscatoire, il faut prévoir un dispositif de plafonnement. Ça n'était pas le cas, souvenez-vous, dans le cadre de la réforme qui n'a pas trouvé à s'appliquer, à la fin du septennat du quinquennat de M. Sarkozy, lorsque le barème a été modifié et qu'on est revenu de tranches qui allaient jusqu'à 1,5 voire 1,8 en 2012 à des taux de 0,25 ou 0,50. Donc le plafonnement, c'est le corollaire indispensable d'un impôt sur la fortune qui comporte des tranches de barème élevées. Quelle est la conséquence du plafonnement? Le plafonnement fonctionne par rapport aux revenus. Moins le redevable a de revenus, plus il plafonne et moins il paye d'impôts. Et donc la tendance naturelle des contribuables qui ont les moyens ou qui avaient les moyens
de régler leurs revenus, typiquement je pense aux dividendes, mais aussi aux plus-values, puisque les plus-values, même exonérées d'impôt sur le revenu, je pense aux plus-values immobilières qui au bout de 30 ans sont exonérées, étaient prises en compte dans le calcul du plafonnement. Et donc ces acteurs économiques-là qui bénéficient du plafonnement pourront bénéficier mieux, avaient tendance à restreindre leurs revenus, à éviter de céder des titres, à éviter de céder de l'immobilier. Quand on a moins de revenus, on dépense moins, on a moins de personnel, etc., etc. Et donc on avait constaté, enfin moi j'ai constaté dans ma clientèle, un phénomène assez curieux de gens, somme toute, qu'on pourrait qualifier d'aisés, voire très aisés, qui finalement vivaient sur un train qui pouvait paraître assez, sinon modeste, du moins décorrélé de leur niveau de fortune. Et ça c'est quelque chose d'assez étrange. Et il se trouve que avec le passage de l'ISF à l'IFI, il y a moins de contribuables concernés par le plafonnement, donc certains comportements sont sans doute désinhibés. On a pu observer peut-être plus de distribution, et je crois qu'il y a eu des statistiques récemment sur le niveau de recettes liées au PFU, le PFU étant lui-même assis assez largement sur les dividendes, et on a vu une augmentation donc des dividendes, et c'est sans doute explicable non seulement par le taux du PFU qui est plus modéré que ce qu'on connaissait précédemment, mais aussi par le fait que dans ces circonstances, il y a probablement des distributions de dividendes qui se sont opérées qui avaient moins lieu précédemment. Autre aspect qui vous intéresse, l'investissement dans l'économie. Alors nous, en tant qu'avocats fiscalistes, on n'est absolument pas en mesure d'apporter un regard sur le point de savoir si ceux de nos clients qui payent moins d'IFI qu'ils ne payaient d'ISF ont dirigé leur épargne vers l'économie. En revanche, ce qu'on a constaté, et là il y a un regret de la part des contribuables qui restent soumis à l'IFI, c'est l'impossibilité désormais de s'acquitter de son impôt sur la fortune en investissant dans des entreprises, en soutenant l'économie directement. Il y a sans doute eu les TPA PME. Bon, il y a eu un débat sur le rôle des intermédiaires qui avait pu paraître profiter du système. Bon, l'intermédiation, je ne veux pas la défendre ici, mais en tout cas, elle permet à certains contribuables qui n'ont pas accès à des réseaux d'entrepreneurs d'investir dans l'économie réelle. Et moi, j'ai pu observer certaines statistiques internes d'opérateurs qui fléchaient de l'ISF dans l'économie réelle, dans des PME. Les pertes en ligne, c'est-à-dire que les investissements qui sont faits dans des entreprises qui, malheureusement, ne survivent pas, sont nombreux. Donc il y avait vraiment une prise de risque. Et je crois que les contribuables regrettent de ne plus avoir cette possibilité de soutenir directement l'économie réelle, soit dans un cercle Friends and Family, pour parler en bon français, soit plus largement au travers des opérateurs qui avaient pu proposer des solutions. Autre sujet qui vous intéresse, l'effet de cette réforme sur l'exil fiscal. Alors c'est difficile à mesurer, nous ne sommes pas, nous, très bien placés pour en juger. Honnêtement, je pense que s'agissant des retours, on ne peut pas dire, en tout cas j'ai rien observé en termes de retour, je n'ai pas vu de gens qui avaient pris des résidences fiscales étrangères revenir parce que l'ISF était transformé en IFI. Et de surcroît, comme il est question de réévaluer cette réforme et peut-être d'y revenir, il est évident que ça n'est pas un signal favorable pour les gens qui pourraient considérer l'hypothèse de revenir. S'agissant des départs, en revanche, j'ai observé de cas de contribuables qui ont renoncé à partir de France à la suite de l'adoption de l'IFI. J'ai un cas très, très précis en tête de clients qui ont vendu leur entreprise familiale en 2016. Donc ils ont transformé en 2016 un patrimoine qui était un bien professionnel exonéré en un patrimoine financier qui était taxable. Ils ont subi en 2017 un impôt sur la fortune très important qui se chiffrait en centaines de milliers d'euros. Après avoir acquitté un impôt de plus-value consistant, puisqu'ils ont payé près de 40% d'impôt de plus-value. Et bon, face à l'idée d'avoir à payer leur vie durant un impôt de cette taille, leur consentement à l'impôt s'est légèrement émoussé et ils considéraient très sérieusement les mérites comparés des différents cantons suisses, jusqu'à ce qu'intervienne donc l'élection de M. Macron et l'abrogation de l'ISF qui s'est transformé en IFI. Ils sont restés parce qu'ils ont jugé que l'IFI était supportable. Moi, je l'ai observé à plusieurs reprises. Petit commentaire en passant, mais c'est de la prospective. Il est question, je ne sais pas ce qu'il va en être, de poursuivre le mouvement d'abrogation de la taxe d'habitation. On entend dire que les résidences secondaires pourraient rester concernées par la taxe d'habitation.
Alors, deux commentaires. Le premier commentaire, l'écho de mes clients, qui sont surpris, puisqu'ils disent, mais finalement, n'est-ce pas un impôt sur la fortune spécifique qui frappe les résidences secondaires, et ceux qui sont déjà assujettis à l'IFI vont avoir tendance à penser que, ce faisant, ils subiront une double imposition, et ils estiment peut-être qu'il serait plus clair de le dire, donc faire un IFI spécial résidence secondaire, moi ça aurait le mérite d'être clair. Et puis pour le point de vue du praticien, je trouve dommage, alors que cet impôt est décrié pour ses malfaçons, qu'on le maintienne dans un code général des impôts qui est déjà bien rebondi et qu'on maintienne un dispositif fiscal qui finalement servira qu'à cibler une catégorie très particulière d'immobilier. Voilà ce que je voulais dire sur l'IFI. Si j'ai encore quelques minutes sur le PFU, mais très rapidement. Et donc le PFU, évidemment que nos clients ont pu apprécier l'allègement de l'impôt subi grâce au PFU sur les plus-values et sur les dividendes. Ils apprécient aussi la simplification du système qui en résulte. Je voudrais juste faire une observation, c'est que pour préserver des situations acquises, le législateur a prévu que les personnes actionnaires, enfin titulaires d'actions au 1er janvier, acquises avant le 1er janvier 2018, pourraient continuer à bénéficier du système ancien, qui était un système extrêmement compliqué d'abattement pour durée de détention, qui avait pour objet de permettre l'assujettissement au barème progressif d'un revenu qui n'est pas un revenu d'activité, qui est un revenu qui correspond à la création de richesses sur une longue durée, je parle des plus-values, et donc il y avait un système très compliqué qui a été mis en œuvre, sur lequel je ne vais pas revenir ici, et donc ce qu'on observe aujourd'hui, et c'est encore une fois un commentaire sur l'embonpoint de notre Code général des impôts, c'est que certes le PFU a des mérites de simplification, mais il coexiste et va coexister longtemps avec le régime qui a été institué et qui a vécu entre 2013 et 2017, et ça va durer longtemps, puisque ça va durer aussi longtemps, cette possibilité d'opter pour le régime précédent, aussi longtemps qu'on aura des contribuables qui sont propriétaires d'actions acquises avant le 1er janvier 2018. Autre observation, c'est très technique, mais je voudrais juste le signaler, il y a un régime très compliqué dans notre dispositif fiscal qui est celui des reports d'imposition en cas d'échange de titres, action contre action. Et donc, ce régime de report d'imposition a été compliqué à mettre en œuvre, précisément entre 2013 et 2017, puisque s'appliquait sur les plus-values, le barème progressif avait des systèmes d'abattement. Et donc, le Conseil constitutionnel, et à sa suite le législateur, a décidé que ces plus-values mises en report d'imposition entre 2013 et 2017 feraient l'objet d'un taux d'imposition figé en fonction des conditions d'imposition qui auraient été celles applicables si la plus-value n'avait pas été différé dans son imposition, mais taxable tout de suite. Donc ça veut dire qu'on a des contribuables qui ont fait des échanges de titres entre 2013 et 2017, qui ont figé un taux et qui pourront être taxés dans 1 an, dans 10 ans, dans 30 ans, quand ils vendront les titres, à raison d'un taux d'imposition qui a été déterminé en 2013 et 2017. Ça veut dire qu'il va falloir suivre pendant des lustres ce taux d'imposition, et l'administration sera fondée, évidemment, le moment venu, dans 1 an, dans 10 ans, dans 30 ans, à vérifier si le taux d'imposition qui a été déterminé par rapport à des conditions applicables en 2014, 15, 16, 17, si ce taux d'imposition a été correctement évalué. Et dernier point, curieusement, je livre ça à votre réflexion, ces contribuables qui ont fait des échanges de titres dans le cadre d'opérations pour lesquelles le législateur entendait assurer une neutralité fiscale, c'est donc ces contribuables qui ont fait des échanges de titres entre 2013 et 2017 ont vu leur taux d'imposition figé selon les conditions de l'époque, et le législateur ne leur a pas accordé la possibilité d'opter, lorsqu'ils vendront leurs titres en 2018, 2019, etc., d'opter pour le PFU si le PFU leur est plus favorable. Donc là, il y a une espèce de discordance, c'est-à-dire que les braves opérateurs économiques qui ont fait des échanges de titres parce qu'il y avait des fusions, parce qu'on a restructuré des entreprises dans cette période-là, ne se voient pas proposer la possibilité d'être assujettis au prélèvement forfaitaire unique à 30%, à la différence des autres contribuables. Voilà ce que je voulais vous dire du point de vue du praticien. Merci de votre attention. Ah oui, d'accord. Bien, mes chers collègues, j'ai un certain nombre d'inscrits et donc nous allons entendre peut-être en premier lieu le rapporteur général, puis ceux d'entre vous qui souhaitent poser des questions à notre panel. Albéric. Donc, merci tout d'abord à nos intervenants. Je trouve que les interventions se complètent bien parce qu'elles sont parfois universitaires et parfois très praticiennes. La première question porte sur l'IFI. Moi, je partage l'analyse de Luc Jallet. C'est un impôt qui est
complexe, qui par bien des aspects est plus complexe que l'IFI, que l'ISF, notamment parce qu'on est allé chercher très loin le patrimoine immobilier pour des sociétés, etc. C'est très compliqué. Avant, l'impôt était relativement simple. On avait d'un côté tous les actifs, en gros, sauf quelques rares exceptions, et bien professionnels exonérés, et on avait toutes les dettes. Là, c'est évidemment, comme on va chercher l'immobilier et les dettes relatives à l'immobilier, c'est par bien des aspects, c'est un impôt qui est sans doute beaucoup plus complexe. Alors moi, je m'interrogerais plutôt, donc, au-delà de cette complexité, sur finalement qui paye cet impôt. Et là, sous les yeux, nous avons ces diapositifs, et j'ai envie de poser la question à Jonathan Goupil-Lebray. Est-ce qu'on ne peut pas dire de manière un peu provocatrice que finalement, aujourd'hui, l'IFI, c'est devenu l'impôt des petits riches, concrètement, puisque la structure des patrimoines fait que plus le patrimoine est élevé, plus ce sont des actifs financiers. Et aujourd'hui, la structuration des patrimoines fait que ceux qui finalement ont bénéficié de la réforme sont les grands patrimoines financiers, et l'IFI touche aujourd'hui des patrimoines de moindre importance. Voilà, est-ce que c'est une analyse qu'on peut partager compte tenu de la structuration des patrimoines que vous indiquez? La deuxième question porte, alors c'est la question qui théoriquement est centrale, hein. C'est celle, il pleut, je ne sais pas s'il pleut dehors, mais c'est la théorie du ruissellement. Alors, vous avez dit les uns et les autres qu'il était peut-être sans doute un peu tôt pour estimer les effets, qu'il était évidemment par définition très difficile de savoir ce que les contribuables ont fait des liquidités qui ne sont aujourd'hui pas plus soumises à l'ISF. Donc, est-ce que c'est réinjecté dans l'économie réelle? J'aurais préféré faisant un travail en commun avec le président de la Commission des finances sur l'estimation de cette fiscalité du patrimoine des PFU. Et je pense qu'on peut dire qu'on aurait sans doute préféré un impôt sur la fortune improductive. Alors je sais qu'il y a un problème de cohérence d'assiette. Il est en effet paradoxal de taxer aujourd'hui des actifs qui servent à loger des familles, des logements, à avoir des usines, à avoir des commerces, et alors même qu'une fortune totalement improductive, si vous placez votre épargne, il vaut mieux placer votre épargne en bitcoins, en actions chinoises, en or ou en diamants, que de la placer en immobilier. Alors c'est paradoxal parce que la retombée sur l'économie est quand même assez faible. Si vous placez en bitcoins, je pense que vous êtes même destructif de valeur, quand il est le mode de production du bitcoin. Si vous placez en or tel Picsou, ça ne crée pas grand-chose. Et si vous placez en actions chinoises, ça peut même parfois être destructif pour l'économie française. Et là, bizarrement, vous n'avez aucune taxation. Par contre, si vous êtes à l'IFI, c'est-à-dire que si vous vous placez dans des immeubles ou des logements, vous êtes taxé. Donc c'est quand même un impôt en termes de conséquences économiques, de ruissellement, dont on peut s'interroger sur la cohérence de l'assiette, en tous les cas sur les conséquences économiques. Donc est-ce que vous partagez cette analyse sur la cohérence, sur l'IFI et l'impôt sur la fortune improductive, et sur la théorie du ruissellement, même si c'est trop tôt? Est-ce que vous avez dit qu'un certain nombre de pays, M. Corned, avait supprimé, la plupart des pays, l'OCDE, aujourd'hui, quasiment tous les pays de l'OCDE ont supprimé la imposition sur la fortune? Est-ce qu'il y a eu des mesures, est-ce qu'il y a eu des études sur les retombées économiques que ça a eu? Vous avez parlé des retombées négatives, Michel Didier, en termes de pouvoir d'achat, mais où sont allées clairement les sommes qui ont été économisées? Et dans les travaux que nous avons menés, nous avons entendu des chefs d'entreprise, des responsables d'organismes représentant les entreprises de taille intermédiaire. Ils nous avaient tous souligné un des effets pervers de l'ISF, qui était le fait que les actionnaires familiaux qui n'avaient pas le statut de dirigeant et donc qui n'étaient pas exonérés de l'ISF en tant qu'outil de travail, étaient obligés d'avoir recours à la distribution de dividendes pour payer l'impôt. Et donc c'était autant finalement de liquidités qui n'allaient pas à l'entreprise. Le fait, les dirigeants d'entreprise, dans les conditions d'outils de travail, bien sûr, étaient exonérés de l'ISF. En revanche, les actionnaires familiaux, qui sont très souvent les actionnaires finalement de ces entreprises de taille intermédiaire,
n'avaient pas le statut n'étaient pas exonérés en tant qu'outil de travail et du coup avaient besoin de payer une imposition forte au titre de l'impôt sur la fortune de l'ISF et du coup avaient besoin d'avoir des dividendes pour ça. Et ça avait un effet d'érosion. Alors est-ce que là-dessus, par exemple, c'est un effet qui a été d'ailleurs déjà mesuré, puisque ça me paraîtrait pour le coup un des effets positifs de la suppression de l'ISF. Et puis, dernière question, les départs. Alors, vous dites à chaque fois, on dit il y a des départs. Moi, je m'étonne de la difficulté à mesurer réellement le nombre de départs. Alors dans les départs, ça peut être pour être boulanger en Australie, voilà, il n'y a pas que des raisons fiscales, j'entends bien, mais l'administration fiscale nous recense en 2016 524 départs nets de contribuables à l'ISF. Alors ça peut paraître peu si en termes de nombre, ça peut paraître une somme importante si sur des très hauts patrimoines, il y peut y avoir de multiples raisons. Et là-dessus, est-ce que vous avez d'autres chiffres et pour vous, est-ce qu'on peut approfondir cette question qui était un peu abordée? Est-ce que l'ISF était le facteur déterminant du choix du départ, ou est-ce que c'était parfois l'imposition de la plus-value, voilà, par exemple le fait de s'installer, que vous vendez votre entreprise, vous vous installez en Belgique, vous êtes un certain temps, vous vendez votre entreprise, est-ce qu'il y avait d'autres raisons, notamment sur les choix fiscaux qui pouvaient motiver des départs à l'étranger? Est-ce que vous avez des chiffres plus précis au-delà des chiffres que nous donne l'administration fiscale de 524 départs nets au titre de l'année 2016, qui est la dernière année, je crois, les statistiques sont disponibles. Merci. Comment les choses se passent concrètement? Je suis créateur d'entreprise. Je peux me dire, je vais verser un salaire mirifique. Bon. Mais je suis à peu près convaincu que ma entreprise va disparaître au bout d'un certain temps, parce qu'elle n'aura pas la possibilité. Donc, en fait, le rationnel pour un créateur, c'est plutôt de créer et de se dire, je verrai bien si j'ai des dividendes un jour, et de verser un salaire extrêmement faible. Donc il faut partir de ça, c'est ça le sujet principal. Bon. Et de ce fait, il me semble que l'idée de vouloir... Le mot abus de droit, quand on abuse d'un droit, c'est évidemment répréhensible, mais la question n'est pas là, c'est quand on use d'un droit, que la question intéressante, c'est de l'usage du droit. De ce point de vue, le PFU me paraît un progrès considérable, parce qu'il clarifie par avance ce que je vais payer d'impôts si je réussis, c'est-à-dire si j'ai des dividendes. Et pour réussir, le mieux, c'est de ne pas se verser de salaire très significatif au début, c'est d'ailleurs ce que font en général les chefs d'entreprise raisonnables. Et alors, si on leur dit versez pas de salaire, mais si on leur dit versez-vous un salaire élevé, ils vont faire faillite. Si on leur dit ne vous versez pas de salaire, mais le jour où vous aurez des dividendes, on va vous considérer que c'est des salaires, là, ça ne marche plus du tout. Bon. Et c'est là que je crois qu'un point essentiel doit être... Il a été évoqué par notre collègue tout à l'heure, il a parlé de simplification. Je pense qu'il y a un terme qui devrait entrer dans le raisonnement fiscal par la grande porte, c'est le terme de simplicité. Parce que la simplicité, c'est la transparence. Et la transparence, c'est aussi une garantie d'acceptabilité de l'impôt. Alors, je veux répondre aussi sur un autre point qui a été évoqué, mais enfin répondre ou donner un peu un sentiment sur la question de la justice sociale, parce qu'elle est quand même au cœur aujourd'hui des débats. Alors on dit l'ISF, c'était juste, la suppression de l'ISF, c'est injuste. C'est pas comme ça que le problème se pose. D'abord parce que la question même, la notion même de justice sociale est un concept qui, à mes yeux, comporte plusieurs dimensions. Ce n'est pas les mêmes. Il y a la dimension d'inégalité, il y a la dimension de pauvreté et il y a la dimension d'équité. Et je dis à mon collègue Lebré que ce n'est pas la même chose, l'inégalité et l'absence d'équité. C'est des choses différentes. Du point de vue de l'égalité, bien entendu, il faut redistribuer des mieux lotis vers ceux qui ont moins. Mais la question, c'est jusqu'où? Où ça s'arrête? Personne ne suggère, ce ne serait pas vraisemblable de dire il faut que ça s'arrête à l'égalité stricte générale. Bon. Donc, il faut trouver des critères pour dire ce qui est inégal mais juste et ce qui est trop inégal et devient donc injuste. Alors, certains, dans le passé, ont fait des propositions, y compris des prix Nobel, Amartya Sen, etc. L'idée, c'est de
dire ce qui dépend des circonstances, ce qui est circonstanciel et qui conduit à des inégalités circonstancielles doit être corrigé. Ce qui résulte de l'effort ne doit pas être corrigé parce que c'est la sanction positive ou négative de l'effort. Et de ce point de vue, le fait que l'ISF permettait, je l'ai mentionné tout à l'heure, ça a été un peu évoqué ensuite, permettait aux très riches, parce qu'il faut être très riche pour y arriver, d'échapper à l'impôt, à l'ISF. Je sais bien que c'est difficile de dire ça publiquement, mais c'est la vérité. Hein. Et même d'ailleurs à l'IR, par le jeu des combinaisons entre assurance vie, emprunt, etc., c'était la réalité. Est évidemment quelque chose, et règles de plafonnement imposées par le Conseil constitutionnel, à juste titre d'ailleurs, tout ça n'est quand même pas très conforme à l'idée que je me fais de la correction des inégalités. Sur la pauvreté, objectivement, il y a une vision qui a été notamment développée par John Rawls, qui est un économiste et sociologue et philosophe, qui est que la priorité absolue dans un pays de la justice, la notion de justice, c'est d'éviter qu'il y ait des miséreux. Je vous renvoie au discours sur la misère de Victor Hugo, qui est un morceau remarquable. Une politique juste devrait donc être une politique fiscale juste, devrait donc être une politique qui élimine la pauvreté, qui permet d'éliminer la pauvreté. Mais en réalité, quand on regarde les études sur la pauvreté, on constate que c'est beaucoup plus lié, l'élimination de la pauvreté est beaucoup plus liée à des questions d'allocation de la dépense publique, permettre aux gens de sortir de la pauvreté, qu'à l'ISF, ça n'a aucun rapport. D'ailleurs, lorsque la dépense publique représente 56% du PIB, 56,5% même, il est difficile de prétendre qu'il manque juste les 0,2% d'ISF pour éliminer la pauvreté. C'est un sujet qui n'a pas de connexion. Bon. Et enfin, sur l'équité, qui est un sujet majeur pour la fiscalité, parce qu'on peut concevoir que ce soit difficile d'éliminer la pauvreté, etc., mais qu'un système fiscal crée des situations inéquitables, ça c'est inadmissible. Et la règle, vous savez qu'il y a deux manières de traiter la question de l'équité. L'équité verticale, c'est-à-dire qu'on fait une redistribution qui inverse la situation des revenus primaires ou des situations primaires, et l'équité horizontale, c'est-à-dire entre deux personnes qui sont dans la même situation, le système conduit à des impôts différents de l'un et de l'autre, et il se trouve que l'équité verticale était violée par le fait que précisément les très riches ne payaient pas, pouvaient ne pas payer, et l'équité horizontale aussi était violée avec le système, parce que là encore, avec l'assurance vie et autre chose, on arrivait à la situation que deux personnes qui ont exactement le même patrimoine, mais dont l'un a une retraite, par exemple, qu'il a acquise par ses cotisations, le plafonnement s'appliquait au revenu total, y compris sa retraite, et donc il était obligé, je ne peux pas vous faire le calcul là, mais il est dans le livre que j'ai mentionné tout à l'heure, il était obligé de payer son ISF avec sa retraite. Et il lui restait 24% de son revenu, 25% de son revenu, puisque c'est 100 moins 75 pour vivre. Donc c'était totalement inéquitable. Et d'ailleurs, le grand économiste Anthony Atkinson, qui est probablement celui qui a le plus réfléchi à ce sujet, était arrivé à la conclusion que je cite: ce que l'on peut faire par l'intermédiaire de la solution de second choix, qui vient de second choix, impôt-transfert, est finalement assez limité. Sur le PFU, je me permettrai peut-être simplement, je pense que c'est une très grande simplification, très positive, même si peut-être il y a marginalement des choses qui pourraient être un peu différentes, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que la simplification est majeure, hein, que ça clarifie l'avenir pour les gens qui veulent entreprendre. Je voudrais simplement citer, et je pense que mon collègue de droite trouvera la référence pertinente, citer Piketty, hein, tout simplement, qui est le plus grand. Voilà, ces graphiques sont en face. Hein, bon. Ou, enfin, tu les as certainement améliorés, mais enfin, ils sont là. Voilà la conclusion de Piketty dans son ouvrage sur l'économie des inégalités.
Il dit, je ne cite pas tout, mais la fin de la phrase, cet outil, la flat tax, l'impôt à taux unique sur le capital, n'est sans doute pas adapté à la redistribution. Enfin, la flat tax n'est pas adaptée à la redistribution fiscale des revenus du travail, qui exige et qui permet une plus grande liberté, mais pourrait bien convenir à la réalité contemporaine des revenus du capital. Voilà ce qu'écrivait Piketty. Je ne sais pas s'il le regrette, mais il l'a écrit et je souscris à cette conclusion de Piketty. Merci. Oui. Oui, bien sûr. Ouais. D'accord. Je vais être très bref. Donc, concernant le PFU, donc il y a également des PFU ou des flat tax qui ont été mises en place dans les pays scandinaves, et donc il y a des travaux de chercheurs qui ont essayé de mieux comprendre l'effet réel de cette flat tax sur les revenus du capital. Et justement, ils pointent dans leurs différents travaux qu'un aspect important, c'est justement la requalification des revenus du travail en dividendes, et qu'en fait, la majorité des réponses comportementales qu'on observe suite à la mise en place de telles réformes, c'est justement ces requalifications plutôt que des réponses positives sur l'économie. Donc c'est pour ça que mettre en place des garde-fous pour empêcher ces comportements peut être important, parce que justement, ça a vraiment été prouvé par les différents chercheurs. Ensuite, de manière très brève sur la théorie du ruissellement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, donc bien sûr, la baisse de l'ISF peut permettre d'augmenter l'épargne des individus les plus fortunés, mais après, le lien n'est pas forcément logique entre augmentation de l'épargne des plus fortunés et augmentation de l'investissement en France. Et en particulier, il faut prendre en compte le fait que lorsqu'on baisse l'ISF, on est obligé d'augmenter d'autres impôts sur d'autres catégories de la population qui auraient également pu, avec des baisses d'impôts, améliorer la croissance de l'économie. Donc c'est pour ça qu'il faut bien avoir en compte cet effet macroéconomique. Et en particulier, par exemple, lorsque on baisse l'ISF, on se prive de recettes fiscales qui auraient pu financer des dépenses publiques comme un meilleur système éducatif, un système de recherche ou un meilleur système de santé, qui pourrait permettre à des individus moins fortunés ou qui n'ont pas encore accumulé leur patrimoine de constituer leur patrimoine. Donc ça, c'était un premier point important. Concernant les départs, en fait, les chercheurs ne sont pas en mesure de mesurer, pour le cas de la France, l'impact de l'ISF ou de tout autre impôt sur l'exil fiscal, tout simplement parce qu'on n'a pas eu accès aux données de l'ISF. Et donc, c'est extrêmement difficile de trouver un moyen d'estimer l'impact causal d'un impôt sur l'exil fiscal, parce qu'il existe de nombreuses dimensions qui permettent d'expliquer les départs à l'étranger. Mais nous avons souvent observé dans les auditions que nous conduisons dialoguer avec des chercheurs, que les difficultés que vous rencontrez en tant que chercheur, nous les rencontrons en tant qu'acteurs politiques. C'est-à-dire les mêmes informations nous font parfois défaut pour prendre la bonne décision politique. Donc ça, c'est un vrai élément de convergence entre votre travail et le nôtre. Et d'ailleurs, les différents travaux qu'on a menés là ont été permis grâce à l'accès aux données d'impôt sur le revenu, qui est un mouvement assez récent. Concernant aussi l'impact du PFU, en fait, il y a un travail qui a été réalisé aux États-Unis qui s'est intéressé à la baisse de la taxe des dividendes aux États-Unis. Donc la taxe sur les dividendes est passée de 36% à 18% aux États-Unis. Et donc il montre qu'en fait, il n'y a eu aucun impact sur l'investissement. Par contre, il y a eu une augmentation des dividendes distribués. Donc ça, c'est un papier qui fait maintenant consensus aux États-Unis, qui permet de mesurer de tels effets. Et je pense que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Je voudrais aborder, peut-être commencer par la question du ruissellement que posait le rapporteur général, avec, en disant que c'est un mot, un terme que je n'apprécie pas beaucoup, parce que je pense qu'il il renvoie à une réalité de dépenses successives en chaîne, alors que le bénéfice à attendre de la réduction d'un impôt comme l'impôt sur la fortune, donc de la fiscalité du patrimoine, c'est pas vraiment la question de savoir ce que
bénéficiaires vont faire de l'argent qu'ils économisent comme ça, mais plutôt quelle est leur réponse en termes d'investissement et de comportement productif. Et là-dessus, je voudrais signaler que le résultat que nous obtenons est en partie une conséquence de plus d'investissement, mais pour l'essentiel, la conséquence d'un meilleur investissement, sur une plus grande, ce qu'on appelle la productivité totale des facteurs. C'est-à-dire que c'est cohérent avec la théorie selon laquelle ce genre d'impôt a un effet négatif très fort sur, disons, les personnes qui ont des bonnes idées, qui vont faire monter la productivité, qui vont soit ne pas les mettre en œuvre, soit aller les mettre en œuvre ailleurs. Et donc, ce qu'on voit, c'est que lorsque dans les pays qui ont baissé cet impôt, la productivité totale des facteurs, qui mesure dans une bonne partie cette capacité d'innovation, pas seulement technique, mais aussi d'organisation, de structure, augmente. Et on a suffisamment d'exemples, même si l'impôt est petit. Donc le bon côté, c'est qu'on a beaucoup d'exemples. Le mauvais côté, c'est que l'impôt est petit en taille, pour en tout cas mauvais du point de vue de l'identification des effets. Mais malgré tout, on peut regarder quel est ensuite l'impact par tranche de revenus. Et ce qu'on constate, c'est quand on regarde à long terme, donc au-delà de 5 ans, mais pour voir les effets nettement, il faut regarder à 10 ans, les bénéfices sont partagés. Donc l'ensemble de la distribution des revenus profite de l'augmentation de productivité que permet la réduction de cet impôt. Mais les bénéfices sont plus grands en haut de la distribution. Ils sont 1,5 fois plus grands en haut de la distribution qu'au milieu. Donc ça renvoie à votre autre question, Monsieur le Président, sur l'effet sur la concentration des richesses, qui est connexe, un peu différente, que malheureusement nous ne pouvons pas traiter avec les données que nous avons parce que nous n'avons tout simplement pas de données sur la distribution des richesses au fil du temps dans le passé. Néanmoins, on peut s'attendre effectivement à ce que mécaniquement ce genre d'impôt contribue à un processus un peu plus rapide d'accroissement des richesses. Alors la question est de savoir comment le traiter. C'est sans doute inefficace avec cet impôt-là dont on a vu qu'il est très distorsif. La réponse un peu générale, mais qui malheureusement ne s'appliquerait pas à la France, ce serait de regarder du côté de la taxation des successions, qui est souvent une source de recettes peu utilisée, mais la France est le deuxième pays, dans les pays de l'OCDE, le deuxième utilisateur de l'impôt sur les successions, représente 0,6% du PIB en recettes. Le plus élevé, c'est la Belgique avec 0,7%. Donc, ça n'exclut pas qu'on puisse imaginer davantage, mais en tout cas en termes d'expérience comparée, c'est délicat. Donc cette question d'arbitrage entre les deux dimensions est difficile. Voilà pour cette audition qui s'est tenue la semaine dernière au Sénat. Au-delà de l'analyse d'experts sur la transformation de l'ISF en IFI, cette table ronde a aussi permis d'entendre les avis des sénateurs. Le rapporteur général de la Commission des finances, le sénateur Les Républicains, Albéric de Montgolfier, a ainsi déclaré partager l'analyse sur la complexité de l'impôt sur la fortune immobilière et sur le fait qu'il ne semble concerner que les patrimoines les moins élevés. Et de l'autre côté de l'échiquier politique, le communiste Éric Bocquet a lui exprimé un certain mécontentement. Pour ce spécialiste de l'évasion fiscale, les assujettis à l'ISF sont difficiles à séduire et l'allègement de l'impôt ne permet pas de constater d'effet de retour, ce qui n'a pour effet que de favoriser les plus fortunés. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires. Qu'est-ce que le grand débat national a changé selon vous ? Écoutez, pour moi, il n'a pas changé grand-chose. Le thème qui a émergé selon moi, c'est le terme sur la fiscalité. La vieillesse, pour les personnes âgées. On sent différemment le poids des difficultés sociales selon que le territoire est enclavé, en difficulté, ou qu'au contraire, disons, on est préoccupé par le sort global du pays, mais sans être soi-même en difficulté. Ma voix compte. Ce soir à 23h sur Public Sénat.